Le 3 mars 2020, alors que la planète entière est sur le point de rentrer en confinement, la Fédération internationale de tennis de table a divulgué la mise en place d'un tout nouveau circuit mondial dès le début de cette année sportive 2020, qui se nomme World Table Tennis. Alors que le premier tournoi à Macao est sur le point de débuter, on va se demander si le choix de la Fédération internationale de tout bousculer est pertinent. On va voir quelles sont les épreuves qui feront encore partie de notre quotidien dans les années à venir, mais surtout si les changements annoncés ont des chances favorables d'obtenir les résultats escomptés. La première mission de n'importe quelle association, qu'elle soit sportive ou non, c'est de faire la promotion active de son activité pour faire croître le nombre d'adhérents. Et si l'association ne peut pas convaincre une personne de la rejoindre, sa mission numéro 2, c'est qu'elle garde une impression positive de cette activité pour ne pas freiner son entourage proche au démarrage ou dans la poursuite de cette activité. Nos clubs de tennis de table ne sont qu'une émanation locale de cette mission globale qui émane en premier lieu de l'ITTF, puis des fédérations continentales comme le TTU, puis des fédérations nationales, puis des ligues, puis des comités départementaux et enfin des clubs. Et la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que l'ITTF parvient à remplir sa mission numéro 1 en faisant croître le nombre de licenciés année après année sur ces 15 dernières années? Et la réponse est je ne sais pas. En revanche, en 2009, l'ITTF comptait 222 fédérations affiliées et pas moins de 33 millions de joueurs. On peut penser que la grande majorité des joueurs licenciés sont localisés en Chine ou en Inde avec une très forte population et qu'une poignée de quelques millions de joueurs sont dispersés à travers le reste de la planète pour notre sport. Même sans chiffre officiel avant et après cette date pour observer la tendance générale, j'aime à penser que le nombre d'adhérents totaux de l'ITTF a probablement augmenté au cours des 20 dernières années pour 3 raisons majeures. Le nombre de fédérations affiliées à l'ITTF a continué de progresser pour atteindre un niveau record de 128. Le tennis de table atteint la deuxième marche après le foot au nombre de fédérations affiliées. Le tennis de table a eu une participation continue à toutes les étapes des Jeux Olympiques depuis son entrée en 1988 et est même parvenu en 2014 à passer du groupe 3 au groupe 2, se protégeant ainsi d'une éventuelle sortie surprise des Jeux Olympiques. La Fédération internationale de tennis a dénombré pas moins de 87 millions de joueurs actifs en 2017. Vu la popularité et l'exposition de ce sport comparé au nôtre, je pense que le travail des fédérations nationales de tennis de table porte légitimement ses fruits dans la majorité des cas. Partant d'un constat assez positif, je dois le dire, j'ai tout d'abord souhaité m'attarder sur l'état actuel du circuit mondial pour mieux comprendre les changements opérés par l'ITTF. L'ITTF World Tour naît en 1996 avec un nombre de 10 tournois exécutés pour la première année. Le nombre de tournois n'a depuis cessé d'évoluer pour se stabiliser entre 19 et 22 entre les années 2012 et 2016. Afin de redonner de la visibilité, de la clarté et du poids à son circuit professionnel, l'ITTF a alors repris la main en 2017 et confirme uniquement 12 tournois principaux découpés entre World Tour et World Tour Platinum. Sur les World Tour, les sommes perçues par la totalité des joueurs oscillaient entre 150 000 et 190 000 $. Tandis que sur les World Tour Platinum, les sommes oscillaient entre 260 000 et 400 000 $. À la fin de l'année, une grande finale est organisée entre les 16 joueurs et joueuses ayant rassemblé le plus de points sur le circuit. À cela vient s'ajouter une série d'épreuves prestigieuses, la Coupe du Monde tous les ans, les championnats continentaux individuels ou par équipe tous les ans ou tous les 2 ans selon les circonstances, les Jeux européens en individuel et en double tous les 4 ans, le championnat du monde par équipe tous les 2 ans, les championnats du monde individuels tous les 2 ans également, et bien sûr les Jeux olympiques tous les 4 ans. Mais pour un joueur professionnel, le circuit World Tour n'était que le sommet de l'iceberg et pas du tout indispensable à la tenue d'une carrière bien remplie avec son club. Les joueurs participent à leurs championnats nationaux, coupes nationales, compétitions continentales telles que la Ligue des Champions et la Coupe ETTU s'ils jouent en Europe. Ce qu'il est important de souligner, c'est que malgré les changements récents, l'ITTF a souhaité prendre un virage à 180 degrés pour le futur du circuit mondial et continuer à remplir sa mission première. Et maintenant, voyons voir. Mais qu'est-ce que le World Table Tennis nous réserve ?
Pour faire simple, l'ITTF a décidé de s'inspirer largement sur le circuit professionnel de tennis. L'objectif principal est que les médias parlent et relaient ces nouveaux grands événements du tennis de table avec beaucoup d'enthousiasme et sur une base régulière. Cela permet d'exposer positivement le tennis de table non plus une fois tous les 2 ans lors des championnats du monde individuels, mais plusieurs fois par an pour faire partie du quotidien sportif de la population. Nous aurons donc droit à 4 grands tournois appelés Grand Smashes, regroupant 64 joueurs et 64 joueuses au même endroit, en même temps et sur une période de 10 jours, et uniquement en simple. La dotation pour les joueurs et joueuses atteindra 3 millions de dollars à se partager. En dessous de ces grands smashes, nous retrouvons 4 tournois hommes et 4 tournois femmes uniquement en simple, appelés WTT Champions sur 6 jours, dont les dotations s'élèveront désormais à 1 million de dollars par tournoi. En dessous de ces tournois WTT Champions, on retrouve désormais les WTT Star Contenders, 6 tournois par an, hommes et femmes, au même endroit, 48 joueurs et joueuses en simple, double ou double mix qui se dérouleront sur 5 jours. Et en dessous de ces tournois WTT Star Contenders, on retrouve les WTT Contenders, il pourrait y en avoir jusqu'à 14 par an. Le programme des organisateurs sera a priori plus souple avec la possibilité des simples, des doubles mix à loisir, hommes et femmes, et tout au même endroit sur 4 jours. La Coupe du Monde restera également de la partie avec ses 16 joueurs et joueuses sur les 5 continents. Elle sera rebaptisée la WTT Cups Finals. Pour le moment, le reste des compétitions telles que les championnats d'Europe ou les championnats du monde individuels devraient rester au programme durant une période de transition, mais rien n'est garanti pour le futur. Au vu de la situation sanitaire mondiale, avec le coronavirus encore très actif dans beaucoup de régions du monde, l'ITTF a décidé d'organiser la première saison du World Table Tennis divisée en 3 hubs continentaux afin que les joueurs professionnels aient le moins de déplacements possible entre les différents tournois. Le premier hub prendra place du 17 mars au 3 avril au Moyen-Orient. Le deuxième hub prendra place du 13 avril au 16 mai autour de la Chine. Et le troisième hub prendra place du 27 mai au 20 juin en Europe. Les hubs du Moyen-Orient et de l'Europe se concentreront pour accueillir les WTT Contenders, tandis que le hub autour de la Chine délivrera son premier tournoi Grand Smash. Nous arrivons maintenant au premier tournoi d'exhibition qui prend lieu à Macao du 25 au 29 novembre 2020 afin de fêter le retour des joueurs professionnels sur le circuit et déclencher la nouvelle ère du tennis de table mondial. Et accroche-toi parce que je ne sais pas si beaucoup de nouveaux tournois ressembleront à celui-ci, mais beaucoup de règles ont été modifiées à cette occasion. Le tournoi rassemble 16 joueurs et 16 joueuses qui s'affronteront durant 5 jours afin de s'octroyer le titre final et graver leur nom dans l'histoire du tennis de table. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas pu mettre la main sur la liste officielle des joueurs et joueuses participant à cette renaissance du circuit mondial. Je ne vais malheureusement pas pouvoir t'en dire plus sur la structure exacte de la compétition, car malgré mes efforts, je n'ai pas bien compris le déroulé exact de la compétition sur les jours 2 et 3. Je te laisse cliquer sur le lien en description et me donner ton propre avis. En revanche, l'ITTF a mis en place un système de scoring très particulier sur les 4 phases de cette compétition, nommées Battle Round et quart de finale, Top 4 Seed Battle, demi-finale et finale. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que l'objectif de l'ITTF est d'engendrer toujours plus de spectacles pour que le grand public et nous les fans s'amusions toujours plus lorsque l'on regarde du tennis de table. Peu importe ce que tu en penses, provoquer des émotions positives chez les gens lorsqu'ils regardent ton sport est encore le moyen le plus efficace pour qu'ils rentrent dans ta salle. Sur la première journée de compétition, les joueurs vont s'affronter en 3 sets gagnants avec la règle de la mort subite à 10 partout, hormis à la belle qui finira avec 2 points d'écart. Je trouve ce format assez excitant, beaucoup pourront penser que la chance viendra jouer un rôle plus important dans le gain du set si le joueur touche le bord ou le filet, mais je ne pense pas. Pour ma part, j'attends de voir l'impact psychologique sur les joueurs lorsque leur adversaire va arriver à 10 en premier. Sur les journées 2 et 3 du Top 4 Seed Battle, les joueurs resteront en 3 sets gagnants, mais tous les joueurs auront la mort subite à 7 partout maximum, tous les sets se finissant à 8, même à la belle. Depuis 2 ans, j'ai remarqué l'arrivée de la mort subite dans le championnat chinois, mais uniquement à la belle. Je trouve cette règle intéressante car elle rebat effectivement les cartes dès que l'on rate son début de belle. Mais dans ce cas précis,
Je suis assez pessimiste car je pense que la pression engendrée sur les joueurs va être tellement forte au début du set que ça va provoquer plus de craquage avec des sets perdus 8-1, 8-2 ou 8-3 que de moments de tension extrême en arrivant à 7 partout à la belle. Ce qui finalement donnera des matchs beaucoup plus décousus et moins intéressants à regarder que notre formule classique. Sur la journée 3, en quart de finale, on garde 3 sets gagnants avec la mort subite à 10-10 hormis à la belle. Sur la journée 4, en demi-finale, la mort subite reste à 10-10 partout, mais on passe en 4 sets gagnants avec les 2 points d'écart à la belle. On retrouve donc le format de set initial du circuit international avec une demi-finale qui aura plus de possibilités de tenir toutes ses promesses, aussi bien sur le plan technique que sur le plan physique et mental. Et sur la journée 5, en finale, on finit en beauté avec la mort subite à 10 partout et 2 points d'écart à la belle. Mais le vainqueur devra marquer pas 3, pas 4, mais bien 5 sets pour remporter la mise. Pour le coup, je trouve que cette surenchère de sets gagnée risque de complètement desservir le spectacle. Je m'explique. Les joueurs de tennis de table n'ont pas besoin de s'économiser physiquement car ils sont tous prêts à faire des matchs marathons s'il le faut pour remporter la victoire. En revanche, leur énergie mentale n'est pas disponible avec le même flux continu. On voit déjà avec la formule des 4 sets le nombre de sets abandonnés tranquillement en fin de set pour préserver cette énergie mentale pour les sets suivants car elle est très précieuse. En voulant rajouter un set pour continuer à fournir une dose de spectacle et peut-être également pallier aux reproches des médias que les finales sont beaucoup trop courtes pour correctement bâtir une expérience audiovisuelle, avec une telle formule, les finalistes ont une raison supplémentaire pour faire peu d'efforts en fin de set. Ou peut-être que j'ai complètement faux et que cela va pousser les joueurs à ne pas lâcher sur aucune fin de set. Pourquoi ? Lorsqu'un joueur professionnel est dominé dans un set, disons 8-4, si les joueurs jouent à peu près au même niveau, la probabilité pour que le joueur qui soit devant gagne le set est probablement aux alentours de 60-70%. Il n'y a évidemment aucune statistique pour soutenir ce que je viens de te dire, mais je maintiens cette position. Pourquoi ? Car pour revenir dans cette rencontre, le joueur en chasse doit fournir des efforts techniques, tactiques, physiques et bien sûr mentaux colossaux. Et une fois revenu à hauteur, disons 10-10, doit être capable de remettre le couvert, tandis que son adversaire a préservé la majorité de son énergie mentale sur une très longue série de points d'affilée. Et si le joueur qui est revenu dans le set finit par le perdre, c'est la double peine. Il devient beaucoup plus difficile de repartir dans le set suivant, tout en sachant que le niveau de confiance de l'adversaire va être à un niveau très élevé. C'est la raison pour laquelle, en 4 sets, les joueurs professionnels préfèrent laisser glisser doucement le set vers leur adversaire et repartir dans la bataille de plus belle au set suivant. Tu l'as compris, avec la règle de la mort subite à 10 partout, plus de points d'écart à rallonge qui finissent par désavantager le joueur qui a fourni le plus d'efforts mental dans le set pour recoller au score. Et donc, ça peut valoir le coup de fournir un effort monstrueux pour profiter de la dynamique et coiffer au poteau son adversaire à 11-10 sur la ligne d'arrivée. Mets-moi ce que tu en penses en commentaire, j'ai hâte de voir ta réponse. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte de l'énorme prise de risque initiée par la Fédération internationale de tennis de table pour développer notre sport. Malgré toutes les actions mises en place par la FFTT au niveau national, on ressent tous le plafond de fer du nombre d'adhérents qui est atteint. Pour moi qui m'intéresse au développement global de notre activité, je trouve que l'initiative de l'ITTF pour resituer la place du tennis de table dans l'échiquier des sports mondiaux est plus que la bienvenue. Multiplier par 10 les dotations attribuées aux joueurs sur ces grands smashes est effectivement une condition sine qua non pour que le tennis de table soit pris au sérieux par les médias et qu'il relaie notre discipline sur une base régulière. Je peux déjà t'annoncer que lorsque les gens vont lire que les joueurs de tennis de table professionnels se partagent 3 millions de dollars sur un tournoi, tu auras droit aux blagues de tes proches qui vont te demander quand est-ce que toi tu commences à ramener de l'argent avec le tennis de table puisque visiblement ça paye aussi bien au niveau professionnel et que tu y passes toutes tes soirées. Lors d'une interview du président de l'ITTF, il a notifié l'arbitrage que les jeunes joueurs en devenir devaient faire sur le plan financier et il a parfaitement raison. Nous avons perdu beaucoup de jeunes pongistes très talentueux car il est parfois difficile de se projeter financièrement pour les parents. Cet argent déversé sert de phare et de point de repère global pour toute la communauté et permet de se projeter dans l'activité avec beaucoup plus de sérénité. Ma deuxième pensée vient sur le point que j'imagine que de plus en plus de top players vieillissants comme T-Mobile ne plus prendre d'engagement club. Car les dotations engrangées sur ces nouveaux tournois Grand Smashes et WTT Champions permettront de compenser une bonne partie financière de leur perte de revenus mensuels.
Et ils pourront se consacrer à ces tournois et à toutes les échéances en équipe nationale de bien meilleure façon, avec moins de blessures et prolonger de plusieurs années leur carrière professionnelle au top niveau. Comme le dit le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Il est difficile de développer une envie forte de pratiquer un sport par un groupe de population beaucoup plus important sans l'intervention des médias de masse. Je pense déjà à l'impact concret que cela va avoir dans le nombre de personnes qui vont être intéressés par découvrir le tennis de table en club après avoir eu plusieurs points de contact à la télé ou dans les médias écrits plusieurs fois par an. Et que l'on devienne petit à petit dans l'esprit de la population un sport majeur, technique et utile. Je pense également que le niveau sur le circuit mondial va remonter car avec des meilleures dotations sur tous les tournois intermédiaires, les joueurs pros auront moins de difficultés pour rembourser leurs frais de déplacement et gagner de l'argent. Et donc le nombre de participants risque fort de remonter en flèche. Et pour finir, je pense que les championnats du monde individuels sont amenés à disparaître dans un avenir proche car ils viendraient perturber la lisibilité des autres tournois à Grand Smash et il faudrait des règles de qualification différentes pour en conserver la pertinence. Mets-moi en commentaire tes propres prédictions sur ce qui va se passer dans le circuit mondial. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai construit une formation par email en 7 jours, domination tactique, qui va te permettre de copier-coller la stratégie que j'ai implémentée année après année pour progresser durant tous mes classements intermédiaires. Le lien est juste en dessous. Si tu souhaites rester sur YouTube, tu as juste à cliquer ici et j'ai regroupé dans cette playlist les vidéos des joueurs français dans le championnat de France de Pro A. Je te souhaite bien évidemment un excellent entraînement et ciao.